Puisque le mois de mars est consacré aux droits de femmes, chaque femme est spéciale et unique en son genre. La diversité est notre force. En ce mois de mars, découvrons chacune d'elles dans son secteur d'activité. Femmes dans la diversité, un espace conçu par la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Pour promouvoir la femme, son talent, son savoir-faire ainsi que son apport dans la société. Femme, actrice incontournable pour le développement de la RDC. C'est parti pour un nouveau numéro de Femmes dans la diversité, votre programme spécial pour célébrer les droits de la femme. Femmes dans la diversité est une émission qui met en avant les compétences qu'a la femme pour apporter des changements autour d'elle, pour impacter sa société. Femmes dans la diversité est aussi une tribune où la femme peut librement exprimer ses idées. Alors, pour ces numéros, nous avons l'honneur de recevoir une femme de distinction, une grande dame qui fait également la différence dans son milieu, professeur Kalonga Bibi Elisabeth. Bonjour madame. Merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans l'une des universités où vous dispensez les cours d'éducation à la citoyenneté. Vous êtes également femme engagée au sein des églises catholiques. Vous faites partie du conseil pastoral de l'archidiocèse de Kinshasa et aussi présidente de la Ligue pour la lutte contre les antivaleurs. Voilà. Donc, autant des casquettes que vous portez fièrement. Je vous en félicite en tout cas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans Femmes dans la diversité, nous parlons de l'encadrement de la jeune fille. C'est l'une de vos attributions dans ce que vous faites au quotidien, l'encadrement de la jeune fille. Alors, pourquoi on doit éduquer d'abord la jeune fille? Merci beaucoup. D'abord, il y a un dicton qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Et la jeune fille, bien que femme, dans sa définition, le dictionnaire nous dit que femme, c'est une jeune fille mature. Donc, un être humain de sexe féminin, mais mature. On peut dire que la jeune fille qui est jeune aujourd'hui deviendra femme demain. Il ne faut pas attendre qu'elle devienne femme pour commencer à l'éduquer. Non, non. Même un arbre, quand il est encore petit, c'est à ce moment-là qu'il faut le redresser. Quand l'arbre est déjà penché, on ne saura plus le faire. Et éduquer d'abord, c'est quoi? Je vais prendre l'explication simple d'éduquer. Moi, je dis toujours, il faut éduquer. Dans l'éducation, nous informons. Dans l'éducation, nous informons, nous formons afin de transformer. Voilà, c'est ça. Donc, il faut informer, former et transformer. Donc, c'est cette femme-là que nous voulons, la femme transformée, que nous cherchons à éduquer maintenant. Surtout pour enlever tout ce qui peut avoir comme écaille en titre d'antivaleur et surtout pour avoir enlevé tout ce qui peut déranger son bon cheminement. On peut l'éduquer à l'église, on peut éduquer la femme à la maison, on peut éduquer la femme à l'école, à l'université, dans le milieu social. Donc tout ça, il faut toujours éduquer la femme. Alors, il faut éduquer la femme partout où elle évolue, dès son jeune âge, pendant qu'elle est encore fille, parce que vous venez de définir la femme comme étant un être adulte de sexe féminin. Alors, la fille qui n'est pas encore adulte, comment l'éduquer? Est-ce qu'il y a des méthodes, une manière de procéder pour éduquer cette fille-là? Oui, la méthodologie est toujours différente. Raison pour laquelle même dans l'enseignement, le programme de la maternelle est différent du programme de l'école primaire et c'est différent aussi des humanités, c'est différent du programme de l'université. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant évolue, cette jeune fille, cet enfant, acquiert maintenant la capacité d'assimiler ce qu'on lui dit. Vous verrez qu'à l'école primaire, par exemple, on dira 1 moins 2, impossible, s'il faut prendre la mathématique. Mais arrivé déjà aux humanités, quand on lui dit 1 moins 2, il dira moins 1. Parce qu'on a expliqué comment on est arrivé dans tout cela. La méthodologie change, même à la maison. Ce n'est pas à un enfant de 5 ans qu'on apprendra à préparer le foufou. Ce n'est pas à un enfant de 2 ans, à une petite fille de 2 ans, qu'on apprendra à ranger son lit. Vous voyez? Donc ça change au fur et à mesure que la jeune fille évolue.
Ça change au fur et à mesure, la jeune fille évolue, mais le professeur dit à qui revient la responsabilité d'encadrer la fille. Parce que nous voyons dans notre société, par exemple, je prends les cas dans une famille où lorsque la fille s'est conduite mal, on dit à la maman, c'est ta fille. Hein? Quand la fille excelle dans quelque chose, on dit, voilà, le papa qui est là et qui porte les galons, dire que voilà, là c'est ma fille. À qui revient la responsabilité d'éduquer la fille? La responsabilité d'éduquer la fille revient à tous ses aînés, quel que soit le domaine. Aînés à la maison, aînés scientifiques, aînés à l'église, donc tous ces aînés, parce que ces aînés ont déjà une certaine expérience en la matière. C'est pourquoi ils éduquent la fille, ils doivent l'encadrer pour lui dire non, ici on ne fait pas ça. Là-bas, on ne fait pas ceci, on fait ceci, on fait cela. On essaie un peu d'arranger, d'améliorer, d'harmoniser sa façon d'être avec son âge et son milieu. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, et on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, c'est un peu cette façon. Donc, tout est né à ce devoir d'encadrer la jeune fille. Tout est né à ce devoir d'encadrer la jeune fille, mais est-ce que, on va dire aujourd'hui, la fille ou la jeune fille a des repères dans la société, dans sa famille? Est-ce que, par rapport à ce que nous vivons actuellement, est-ce que la fille a encore des personnes ressources à qui elle peut se référer pour se conduire? Les personnes ressources dans la société, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais il faut savoir que la jeune fille rencontre aussi les obstacles. Les obstacles que peut rencontrer la jeune fille, nous commençons d'abord par ses propres parents. Vous voyez, par exemple, vous avez dit, le papa qui se dit « ma fille », juste parce que la fille a excellé. Et ta fille a son épouse parce que la fille a dérouté un peu. Ça, c'est déjà un obstacle. Il faut faire voir à la fille que quand elle est en train d'évoluer, que ce soit papa ou maman, c'est l'enfant de tout le monde, l'enfant de son papa, l'enfant de sa maman. Le repère, on commence d'abord par les aînés à la maison. Parce que c'est là où commence l'éducation de la jeune fille. Les aînés à la maison. C'est pourquoi il est dit telle mère, telle fille. Donc cette maman-là doit d'abord être modèle pour sa fille. Les grandes soeurs qui sont à la maison, que ce soit des cousines, bon, chez nous en Afrique, il y a un peu... on essaie un peu d'abolir tous ces vocabulaires-là de cousines, nièces et tout ça. Mais ce sont des repères pour la fille. Ils doivent bien se comporter. Les enfants copient. Les enfants font toujours ce que les aînés sont en train de faire à la maison. Dès que la jeune fille, cet enfant-là, quitte le toit conjugal ou alors quitte la maison pour aller à l'école, maintenant la maîtresse devient aussi son repère. Vous verrez que si la maîtresse lui dit quelque chose, l'enfant a toujours tendance à croire plus à la maîtresse qu'aux parents à la maison. Alors imaginez cette maîtresse, si elle essaie de dérouter la fille, ça sera vraiment catastrophique. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, dans le milieu professionnel, ce sont ses aînés dans la profession. Les doyennes qui sont là sont aussi des repères pour la fille. Raison pour laquelle nous disons, dès que ces repères-là, dès que ces personnes repèrent ne font pas bien leur travail, ne jouent pas bien leur rôle, elles deviennent des obstacles maintenant pour la fille. Au lieu que la fille évolue, la fille va copier des antivaleurs, la fille va mal se comporter et cela redeviendra maintenant une tare pour la société. Et aujourd'hui, dans la société, nous vivons dans un monde de mondialisation, permettez-moi cette technologie, un monde globalisé avec l'Internet et tout. Pensez-vous que cela peut servir aussi des repères pour encadrer, peut-être servir d'outil aux éducateurs de la fille, pour encadrer la fille, ou cela c'est encore un autre défi auquel on doit attirer attention, sinon ça impacte négativement l'éducation de la fille. Un outil, je dirais oui et non. C'est pour dire que l'Internet, l'informatique ou alors tout ce qu'on peut avoir là de moderne, ce sont des couteaux à double tranchant. Ça peut aider la fille à évoluer, comme ça peut aider aussi, ça peut aussi détruire la fille. Ça va l'aider à évoluer comment? Si elle en fait bon usage.
Elle a l'Internet, elle a tout. Elle va sur le net pour chercher, par exemple, des solutions pour son travail pratique, pour chercher comment encadrer, comment prier, comment préparer. C'est sur Internet aussi maintenant. Là, ça l'aide maintenant à évoluer. Mais si, par exemple, cette fille, au lieu d'utiliser cet instrument pour son évolution, elle l'utilise mal. Elle va sur des sites qui font promouvoir les antivaleurs. Ça devient maintenant un grand obstacle, ça devient l'abîme pour cette fille-là. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est oui et c'est non. Vous revenez sur le mot antivaleur. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques antivaleurs qui peuvent détruire l'éducation d'une fille? Les antivaleurs, nous devons savoir qu'en termes simples d'abord, c'est tout ce qui n'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal, c'est ce que nous appelons antivaleurs. Et je reviens maintenant pour dire que les antivaleurs ne sont pas statiques. C'est pour dire que les antivaleurs dépendent d'un milieu à un autre. Ce que nous pouvons considérer d'une société à une autre aussi, ce que nous pouvons considérer comme antivaleurs ici chez nous, en Afrique, précisément à Kinshasa, ne peut peut-être pas être antivaleur à Rio de Janeiro. Je prends un exemple. Il suffit qu'on voit une fille passer ici en culotte ou en t-shirt qu'elle a juste noué là, juste au bas des seins. Tout le monde la regardera bizarrement. Mais à Rio de Janeiro, la fille peut passer en maillot de bain, ça ne dit rien. Donc ce n'est pas antivaleur chez eux. Donc c'est tout ce qui n'est pas normal. Prenons maintenant notre milieu, la RDC, prenons Kinshasa. Et puisque nous passons l'émission dans une université, je prends par exemple pour restreindre, je prends l'université. Antivaleurs par exemple à l'université, les points sexuellement transmissibles. Ce sont des antivaleurs. Sécher les cours, ce sont des antivaleurs. La tricherie, ce sont des antivaleurs. La corruption, ce sont des antivaleurs. Et là aussi, il faut faire très attention. Il n'y a pas seulement la corruption. Si la corruption n'arrive pas à être élaguée totalement dans notre société, c'est parce qu'il y a sa sœur jumelle, la concussion, que beaucoup de gens n'en parlent pas. Il y a la corruption, il y a la concussion. Donc, cela se diffère seulement par la personne qui initie l'acte. Si c'est la personne qui a besoin du service, initie l'acte, ça c'est la corruption. Mais si c'est la personne qui doit rendre service, initie l'acte, là on parle de la concussion. Comme dans la diversité, nous poursuivons dans cette émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui professeur Kalunga Bibi Elisabeth. Elle est professeure d'université, femme à plusieurs casquettes, comme je l'appelle aujourd'hui, femme à plusieurs casquettes. Nous découvrons ce qu'elle a à partager avec vous aujourd'hui dans ces numéros. Alors nous allons poursuivre avec vous, professeur Elisabeth. Dites-nous, qu'est-ce qui rend difficile l'encadrement de la jeune fille, puisque nous parlons de la jeune fille aujourd'hui? Et là, je préfère mettre ma casquette de maman. Et j'aime qu'on m'appelle Maman Bibi. Bien que Bibi, c'est le poste, non? J'aime qu'on m'appelle Maman Bibi parce que maman, c'est un titre qu'on n'arrive pas à atteindre. Maman, c'est un titre qu'on ne change pas. On reste maman. Dès qu'on est devenu maman, on reste maman jusqu'à sa mort. Ce qui est difficile pour l'encadrement de la jeune fille, c'est d'abord la négligence. Il ne faut... Des encadreurs en général. Il ne faut pas laisser quelque chose qui n'est pas normal. J'ai toujours dit, quand on ne s'occupe pas d'un défaut, ça évolue. Et une qualité, quand on ne s'occupe pas d'elle, elle s'atténue, elle s'atrophie. Donc, c'est ça le premier point. Il faut déjà être observateur, toi encadreur, être observateur et détecter les mauvaises choses qui peuvent germer dans la fille. Quand on arrive à détecter ces mauvaises choses, on peut facilement, parce qu'elle, elle ne sait pas. Elle peut se dire c'est bien, elle le fait inconsciemment. Mais toi, encadreur qui est déjà passé par là, tu te dis non, ça je ne le fais pas. Je ne peux pas laisser passer. Une fille par exemple qui accepte avoir des rapports sexuels avant le mariage, elle se dit bon, je peux le faire, question de goûter un peu, mais toi encadreur, tu te diras non. Cette fille, je vois,
elle n'a plus de pudeur, c'est comme si elle veut déjà dérouter. Elle n'est plus obéissante, elle devient arrogante, c'est comme si nous les mamans nous détectons toujours et on arrive à parler. S'il y a maintenant la communication. Un autre problème, c'est le manque de communication. Il ne faut pas qu'il y ait de sujets tabous entre encadreur et encadré. Il ne faut pas qu'il y ait des sujets tabous. Et puis, il faut avoir l'esprit d'écoute. Il faut avoir la compréhension. Si on ne comprend pas, pour bien encadrer une personne, il faut d'abord se mettre dans sa peau. Vous vous mettez dans sa peau parce que vous êtes déjà passé par là. Une personne qui n'a pas d'expérience ne peut pas encadrer une personne qui n'en a pas non plus. Ne peut encadrer que la personne qui a déjà de l'expérience, la personne qui est déjà passée par là. Vous arrivez à dire non, ça il ne faut pas le faire, faites ceci. Bon d'accord, si vous êtes déjà dans cette situation, il faut réaménager ou harmoniser comme ceci ou comme cela. Il faut bien écouter, il faut mettre aussi la personne à l'aise. Parce que si vous ne mettez pas la personne à l'aise, vous verrez que la personne ne saura pas vous comprendre. Vous la mettez à l'aise, vous lui parlez, vous lui expliquez les avantages et les désavantages des actes, des paroles ou de tout ce qu'elle peut faire. Et elle comprendra, elle comprendra. En tout cas, il n'y a pas magie. La personne comprendra. On dit telle fille, telle mère, vous êtes mis dans votre casquette de maman. Souvent, lorsque nous parlons de l'encadrement ou l'éducation des jeunes filles, on a plus l'impression qu'on s'adresse aux mamans qu'aux papas. Alors, pour les messieurs, pour les hommes, pour les papas, c'est quoi leur responsabilité dans l'encadrement de leurs enfants filles? Non, ils ont la même responsabilité. Le problème seulement est que dans notre société ancienne, la femme restait à la maison pour éduquer les enfants. Du moment où le papa allait chercher, le papa allait travailler, il y avait plus de femmes au ménage que de femmes professionnelles. Vous comprenez? Mais maintenant que l'homme ou la femme vont tous au travail, ils ont la même responsabilité, vraiment la même responsabilité. Le papa, si le papa hausse le temps, la maman peut aussi encadrer, la maman peut adoucir, question de ne pas devenir des bourreaux pour les enfants. Ça aussi, il faut éviter. De ne pas être de bourreaux pour ses enfants. Si par exemple la maman est trop dure, le papa peut adoucir un peu, mais jamais être en contradiction devant les enfants. Jamais. Ça, il ne faut jamais le faire. Ne pas l'être lorsque l'un est un peu dur et l'autre est un peu modéré dans l'éducation. Comment ne pas être en contradiction? Là, vous allez maintenant vous adresser aux parents comme vous. Oui, je m'adresse aux parents, je dis ceci, que si papa, par exemple, dit à l'enfant quelque chose, la maman ne vient pas contredire. Quand je dis adoucir, c'est-à-dire, papa peut crier, papa peut tonner en disant une chose, maman vient toujours dans la même lancée, mais en cherchant en douceur à faire comprendre à l'enfant que papa a raison. Ce que papa a fait, papa a raison, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et dans tout ce qu'on aura à faire, vous voyez, c'est pour votre bien. Demain, vous serez aussi parents, vous aurez à faire ceci, vous aurez à encadrer vos enfants. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas que papa dit oui, maman dit non. Non, ce n'est pas ça. Alors, professeur Bibi, aujourd'hui, il y a des filles qui, par circonstances de la vie, se sont retrouvées mamans. Avant l'âge, on les appelle des primaires. Alors, elles sont encore enfants. Moi, je dis que ce sont encore des enfants qui ont des enfants. Comment les aider à encadrer leurs propres enfants et surtout si ces derniers sont des filles comme elles? Comment les aider? Les aider à encadrer les enfants, moi, je trouve que c'est encore plus facile. C'est plus facile, pourquoi? Parce que une fille mère rencontre beaucoup de difficultés, surtout si elle croise déjà le rejet dans la société. La fille est engrossée, les parents la rejettent. Cette fille-là est mieux placée pour expliquer à son enfant ou à sa fille qu'il ne faut pas faire ceci, voilà où nous sommes maintenant, parce que je n'avais pas écouté. Mais s'il faut par exemple transmettre le message, moi je dis parfois aux filles, je dis dès qu'on a un enfant, on n'est plus soi-même enfant, on devient parent. On devient parent et il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour son enfant. Et pour son enfant, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas qu'il y ait une éducation bonbon. Non.
donner à l'enfant ce dont l'enfant a toujours besoin, ce n'est toujours pas bien pour l'enfant. L'enfant a besoin de ceci, d'accord. Ce n'est pas à votre bébé de 6 mois que vous donnerez, par exemple, les arêtes de poisson pour manger. Vous voyez, à ce bébé-là, vous allez donner la bouille. Ce n'est pas à un enfant de 2 ans qu'on donnera, je ne sais, peut-être la chikwang dure pour manger. Ça risque de provoquer la constipation. Donc, ce n'est pas trop difficile ou trop compliqué pour les encadrer. Ce n'est pas trop difficile, mais elle reste, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a quand même des situations qu'on connaît dans la vie courante. Elle reste quand même enfant, elle-même aussi, elle reste quand même enfant. Alors, s'il faut... Elles ont tendance, en fait, à choyer un peu les lèvres. Vous voyez, j'ai mon enfant, surtout que si la fille n'a pas a eu la chance de ne pas être rejetée par sa famille, vous voyez, elle se dit, bon, c'est normal, elle trouve que c'est normal. Voilà, j'ai mon enfant, je vais aussi la choyer chez moi. En fait, j'aimerais que vous puissiez un peu nous préciser comment procéder. Hein, elles ne sont plus enfants, oui, elles savent qu'elles ne sont plus enfants. Mais comment s'y prendre? Elle ne peut pas trouver ça normal. Même si la famille ne l'a pas rejeté, c'est une très bonne chose. Mais cette famille ne peut pas omettre le fait que l'enfant a déraillé. Il faut le lui faire voir. Si nous ne t'avons pas rejeté, c'est parce que nous te donnons la chance d'évoluer encore parmi nous. Si nous ne t'avons pas rejeté, c'est parce que nous te donnons encore la chance de gagner ta vie. Mais la famille ne peut pas faire voir que tout a été bon, tu n'as rien fait de mal. Non, 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 pas ça. Donc, à cet enfant-là, on lui fera voir que voilà, c'est arrivé. Comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. C'est arrivé. Mais maintenant, toi, il y a aussi des filles à qui on a pris les enfants. Un enfant qui grandit, qui croit que c'est sa grande soeur, or réellement c'est sa mère. On lui dit, toi maintenant, tu dois te comporter comme ça. Tu dois aller à l'école, tu dois reprendre tes études, tu dois devenir ceci, tu dois faire cela. Et donne aussi un bon exemple à ton enfant. Moi, maman, je voulais que tu sois comme ça. Vous voyez aussi le garçon, parfois quand ils apprennent qu'une fille a déjà un enfant, ils ne le veulent plus en mariage. Et donc, c'est la maman qui doit maintenant plus approcher la fille pour en parler sans tabou. Sans tabou parce que à ces moments-là, très souvent, les papas se disent « moi, nanayo », comme on dit un peu, hein, et ils rejettent la responsabilité à la maman. La maman ne peut pas dérober à sa responsabilité non plus. Elle doit se dire « bon, c'est arrivé, il faut que je continue à travailler ». Travailler, pas travailler le travail séculier, mais que je continue à jouer mon rôle aux côtés de mes enfants, aux côtés de ma fille, pour lui dire que ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas du tout bien ce que tu as fait. Voilà un peu ça. Nous chutons dans cette émission déjà. C'était intéressant, c'est encore intéressant puisque nous sommes encore là pendant quelques 2-3 minutes qui nous restent. C'est intéressant ce que vous me dites. Alors à toutes les filles qui ont eu l'occasion de nous suivre ou qui ont cette occasion-là de nous suivre aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites en tant que conseil des parents? À toutes les filles qui ont eu l'occasion de nous suivre, je vais donner le conseil sous 2 casquettes. D'abord comme mère, je dirais, confiez-vous à votre mère d'abord et confiez-vous à vos encadreurs spirituels à l'église. N'allez pas demander conseil à n'importe qui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont transformé les antivaleurs en valeurs. N'allez pas demander conseil à n'importe qui. Parce que si la personne qui vous guide ne va pas sur un droit chemin, vous aussi, vous allez vous perdre comme elle. Et en tant que scientifique, je leur dirais, il faut étudier. Il faut utiliser son intellect. Moi, je suis toujours contre ces femmes qui disent « moi, si nzoto ». Non. Moi, si ton cerveau doit fonctionner. Il y a de ces femmes qui ont piloté des avions, mais avant elles, on ne pensait pas à ça. Il y a la femme qui a inventé le robot roulage. Avant elle, on ne pensait pas à ça. Avant nous, on ne pensait pas qu'il y aurait peut-être des femmes qui allaient enseigner à l'université. Il y a des femmes journalistes maintenant. C'est pour dire que la brèche a déjà été ouverte. Donc, il faut travailler, bien étudier, de façon à défendre son diplôme. Avoir un grand diplôme, c'est bien. Mais défendre ce diplôme, c'est encore mieux.
Alors je ne voudrais pas que quelqu'un ait un grand diplôme et être incapable de le défendre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il faut bien étudier, il faut réussir de ses propres moyens et on sera fier de se taper la poitrine pour dire je suis tel, je suis politologue, je suis juriste, je suis ceci, je suis cela. Merci beaucoup, professeur Vivier. En tout cas, c'était juste super en vous écoutant dans Femmes dans la diversité. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. L'émission, bien sûr, c'est une émission consacrée à la femme, mais il y a aussi des messieurs qui nous suivent régulièrement sur les antennes de la RTVCC, la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Cette émission, vous pouvez également la retrouver dans les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Et je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission, Landry Kanza, Amour Dédié Bisséi, opérateur de prise de vie, également Eli Lomami et Eli Mbou. Je dis également merci à Jeff Kassama, Tata Missioni, qui a conduit toute l'équipe ici à l'Université libre de Kinshasa, où nous avons tourné cette émission. Nous disons également merci à la coordination de la RTVCC, les révérends Alfred Giboba, Clarisse Moussouamba et les diacres Jean-Lo Makaya. Merci à vous, très chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, également les internautes. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Femmes dans la diversité. Puisque le mois de mars est consacré aux droits de femmes, chaque femme est spéciale et unique en son genre. La diversité est notre force. En ce mois de mars, découvrons chacune d'elles dans son secteur d'activité. Femmes dans la diversité, un espace conçu par la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Pour promouvoir la femme, son talent, son savoir-faire ainsi que son apport dans la société. Femme, actrice incontournable pour le développement de la RDC.